Et puis nous avons effectivement les pays de la francophonie qui ont cet admirable avantage d'être présents sur les 5 continents et en particulier d'avoir toutes les ethnies, toutes les religions à peu près qui se regroupent selon une affinité linguistique et historique. Donc cette priorité à la francophonie, eh bien, nous proposerons à nos partenaires la création d'un parlement de la francophonie. Et il sera installé où? Eh bien, je vous le donne en mille, il sera installé justement dans les locaux de l'UNESCO, que nous aurons donc vidés pour les transférer à Strasbourg, où ils auront beaucoup plus la place pour signaler justement la paix. D'ailleurs, ça sera mieux, puisque Strasbourg est une ville qui se trouve à la frontière du monde latin et du monde germanique. Donc ça sera un extraordinaire symbole. En revanche, eh bien, les locaux de l'UNESCO sont tout à fait à la taille de la quarantaine de pays et qui sont membres de la francophonie. Nous proposerons, là aussi, je ne sais pas si nos partenaires l'accepteront, nous proposerons ce Parlement qui serait installé dans ces locaux à Paris, dont l'objectif serait d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie et non pas un vague secrétariat qui manque considérablement de moyens et puis un sommet une fois tous les 2 ans, de donner corps à une véritable communauté francophone, de contrecarrer les théories racialistes et guerrières du choc des civilisations promues par les think tanks américains et dont la construction européenne est une application régionale, de permettre l'élaboration, si c'est possible, de positions communes de la francophonie sur tous les grands sujets planétaires. Par exemple, sur le système financier international, par exemple la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple les termes de l'échange, par exemple les évolutions naturelles et sans doute souhaitables du franc CFA, par exemple les problèmes environnementaux, par exemple la paix dans le monde. Eh bien, je veux vous assurer que si dans des instances comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, etc., il y avait les 40 États de la francophonie qui avaient une position commune de temps en temps sur un sujet, eh bien ce serait quelque chose de très important. Très important. C'est justement ce que ne veulent pas les européistes. C'est justement ce que ne veulent pas les anglo-saxons. Ils veulent justement nous couper de ce qui fait notre vraie puissance. D'ailleurs, j'ai déjà souligné, je l'avais écrit déjà dans la charte qui fonde l'UPR, où j'avais déjà précisé que nous constitutionnaliserions le principe du siège permanent au Conseil de sécurité pour la France. Ce sera aussi un siège permanent qui, si possible, se fera le porte-parole des positions de l'ensemble de la francophonie, qui permettra par notre voix, non seulement la voix de la France, mais la voix de la francophonie. Et ce n'est pas quelque chose d'artificiel, puisque une langue, c'est quand même d'abord et avant tout une vision du monde et une affection partagée. À propos d'affection partagée, eh bien, réorienter une partie de notre aide vers l'Union européenne en une aide vers les pays de la francophonie. Ces fonds proviendront pour partie des économies considérables réalisées du fait de nos retraits de l'Union européenne. Et puis développer un système d'échange d'étudiants très important de type Erasmus avec les pays de la francophonie. Et puis là, vous avez, alors ça c'est pas mal non plus, vous avez ici des quantités de pays africains, et puis vous avez la France, vous avez l'Europe. Donc en d'autres termes. J'ajoute qu'avec la construction européenne, là en jaune c'est les pays de la francophonie, avec la construction européenne, la France se coupe progressivement du reste du monde, et notamment des pays francophones, qui constituaient le socle de sa puissance et de son rayonnement mondial. Avec les fonds structurels dits européens versés aux nouveaux États membres, vous savez que ces fonds dits européens, c'est nous qui les payons avec l'Allemagne, je vous l'ai montré tout à l'heure. La France, par l'intermédiaire de l'Union européenne, donne 90 fois plus d'argent à Malte ou à Chypre qu'à la Tunisie par habitant. Nous donnons 200 fois plus d'argent à la Lituanie qu'au Sénégal par habitant. Et en plus de ça, les gens qui reçoivent cet argent ne savent même pas que c'est nous qui le donnons, ils croient que c'est l'Europe. Voilà. J'aimerais qu'on me dise sur la base de quelle logique la France accepte de verser entre 80 et 200 fois plus d'argent à chaque Polonais, ici une vue de Varsovie, c'est un pays déjà assez largement développé quand même, plutôt qu'à chaque Marocain ici Essaouira.
beaucoup plus pauvre. Donc nous sommes beaucoup plus proches des Marocains que des Polonais, même si nous avons des liens avec la Pologne. Pourquoi est-ce que nous donnons 200 fois plus d'argent à chaque Lituanien ici Vilnius plutôt qu'à chaque Malien ici le village de Yalé? Je me permets de signaler que nous n'avons aucun lien particulier avec les pays lettons, la Lituanie, les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. Je n'ai rien contre. Je ne suis pas anti-letton. Je dis simplement que la France a des liens beaucoup plus étroits avec les pays du Sud. Le Sénégal, les Sénégalais ont payé le prix du sang lors des conflits mondiaux. Les tirailleurs sénégalais, on a su les trouver au moment fatidique. Nous avons en France 5 à 6 millions de Français d'origine maghrébine. Nous avons d'ailleurs des Sénégalais ou des Maliens qui, en France, payent la TVA, même s'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils payent la TVA à chaque achat. Or, justement, les fonds qui sont versés à l'Union européenne proviennent de la TVA. Donc on prélève cet argent et on donne 200 fois plus d'argent à des Lituaniens avec qui nous n'avons aucun lien historique, linguistique, culturel, migratoire, familiaux, commerciaux, culturels, etc., plutôt qu'aux anciens pays d'Afrique, enfin aux pays d'Afrique francophone, aux anciennes colonies françaises en Afrique. Si vous voulez que votre nouveau député agisse vraiment pour assurer pour arrêter la destruction, pour arrêter la destruction du rayonnement de la France et de la langue française dans le monde, si vous voulez qu'il y ait quelqu'un qui porte à l'Assemblée nationale un discours totalement nouveau, parce qu'on n'entend jamais ça. Il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Tout ce que je viens de vous dire au cours de cette conférence, personne ne le dit jamais. Moi, je me ferai votre porte-parole à l'Assemblée nationale pour demander que la France sorte de l'Union européenne, dont le principe même, la coupe des pays francophones, est en train de détruire l'usage même de la langue française. Voilà. Alors que faire? Eh bien, que faire? Nous, on le mentionne souvent, c'est le traité de l'Union européenne qui nous donne la solution. L'article 50, tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union européenne. L'alinéa 2 de cet article nous dit qu'il faut notifier cette intention. L'État membre doit notifier son intention au Conseil européen et à ce moment-là, il faut négocier un accord de retrait. Et l'alinéa 3 prévoit que les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de cet accord de retrait qui a été négocié, ou à défaut, si on n'arrive pas à avoir un accord, eh bien, au bout de 2 ans après la notification, on en sort de plein droit. Si l'on veut réguler l'immigration, à ce propos, je signale que le mouvement que j'anime est un mouvement qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Nous avons donc parmi nos adhérents des gens qui sont en faveur d'une politique très ferme sur l'immigration, d'autres qui sont en faveur d'une politique souple, d'autres qui sont en faveur d'une politique immigrationniste. Et c'est normal que tout le monde se retrouve chez nous, puisque tout le monde considère que la priorité des priorités, si l'on veut traiter de cette question, c'est d'arrêter d'envenimer le débat, comme certains prennent un malin plaisir à le faire, puisque ça ne sert à rien, puisque c'est de toute façon pas la France qui décide des questions migratoires depuis le traité d'Amsterdam, où ces pouvoirs ont été transférés à l'Union européenne, notamment les articles 67, 77 et 79 du TFUE, qui réglementent l'espace Schengen, les visas Schengen, les politiques d'asile, les politiques de renvoi à la frontière. Tout ça est décidé par Bruxelles. Personne n'en parle en France. On fait mousser des débats en France, alors que les grandes décisions stratégiques sont décidées ailleurs. Si nous voulons protéger la paix du monde, puisqu'on nous a bassinés pendant des décennies sur le fait que l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la guerre. L'Europe apparaît de plus en plus comme une construction qui nous place sous la vassalisation des États-Unis d'Amérique. L'Union européenne étant la face politique d'une médaille, dont le revers, la face militaire, s'appelle l'OTAN. Et nous sommes actuellement, quelqu'un dans la salle pourra peut-être m'expliquer pourquoi nous avons 4000 soldats en Afghanistan. Donc nous devons sortir d'énoncer l'article 42 du TU, le TU ça porte bien son nom d'ailleurs, le traité sur l'Union européenne qui subordonne en fait l'ensemble des pays de la zone Union européenne à l'OTAN. Et puis enfin, si nous voulons préserver la vision française et francophone du monde, notamment ne pas nous couper de ce qui faisait le rayonnement mondial de la langue française, la francophonie, ce qui fait que la France est appréciée dans le monde entier par les latino-américains, les africains, les russes, le monde orthodoxe, les chinois, les japonais. Il se trouve que j'ai vécu au Japon, j'ai passé un an et demi de ma vie au Japon, que je suis allé dans plus de 90 pays du monde,
que j'ai des amis un peu d'un certain nombre de ces pays et que de Saint-Pétersbourg à Buenos Aires, ou Mexico à Pékin, les gens que je connais me disent « Qu'est-ce qu'est devenue la France ? Qu'est-ce que vous êtes devenue, la France de De Gaulle ? Celle que nous aimions, que les Latinos aimaient, hein, qu'on aimait également en Tunisie, en Égypte, à Moscou, qu'on aimait en Australie, qu'on aimait au Japon, qu'on aimait à Pékin. De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine en 1964. Vous êtes devenus les larbins des Américains, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'est pour ça que nous devons sortir de l'Union européenne. Ça mérite un tout petit moment d'attention, c'est simplement pour vous montrer à quel point notre mouvement politique est un mouvement de très large rassemblement national qui veut rendre hommage, et de fidélité aussi à notre histoire collective, et qui s'efforce de rendre hommage à toutes les composantes de la société française. Le billet de 5 francs représentera sur l'avers, et bien justement la première pièce de franc, le franc à cheval de 1360, où l'on voit Jean le Bon, donc, qui est libéré, c'est le paiement de sa rançon, et puis le revers, c'est Jeanne d'Arc, qui, vous connaissez la saga des années 1420-1429. Donc ce billet de 5 francs sera un hommage à la monarchie française et on peut dire, des grands symboles également de la droite française, notamment Jeanne d'Arc. Le billet de 10 francs, lui, représente à l'avers le comte de Lille qui chante la Marseillaise à Strasbourg, et le revers représente un tableau qui représente un soldat de l'an 2 à Valmy. Donc le billet de 10 francs, lui, rend hommage à la République, donc c'est le contraire de ce qui précède, mais tout ça fait partie de notre histoire nationale, c'est un hommage aux héros des soldats de l'an 2 et du peuple français qui acquiert sa libération. Le billet de 20 francs, lui, présente à l'avers Gambetta au moment de la crise du 16 mai. Gambetta qui parcourait la France d'ailleurs en ayant créé l'Union républicaine. C'est presque l'UPR. Et là, on le voit à la fenêtre de l'hôtel de ville de Paris. C'est là qu'au cours de cette campagne qu'il avait, comme vous le savez, fait ce fameux discours qui disait « Lorsque les Français se seront prononcés, eh bien, messieurs, vous n'aurez plus qu'une chose, c'est vous soumettre ou vous démettre. » Et puis, au revers, la photo, enfin un portrait de Jean Jaurès. Donc le billet de 20 francs de couleur rouge représentera certaines grandes figures de la gauche française. Le billet de 50 francs, lui, rend hommage aux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, avec à l'avers le réseau Manoukian. Le réseau Manoukian, c'est une photo poignante, quelques minutes avant d'être fusillé par les nazis au Mont Valérien, où l'on voit ce réseau, où l'on voit, comme vous le savez, qui était composé de communistes, d'Arméniens, de Juifs, d'Italiens. Et donc c'est un hommage à tous les étrangers qui sont morts pour que vive la France. Parce que la France a été souvent sauvée par des étrangers. C'était le cas d'ailleurs à Valmy, où Francesco de Miranda, comme vous le savez, qui était un latino-américain proche de Bolivar, a participé au combat. Et puis le revers, eh bien, c'est Honoré d'Estienne d'Orve, qui est une figure de la droite française, catholique, traditionnaliste, si l'on peut dire, aristocrate français, qui est lui aussi mort pour que vive la France, parce que les résistants français n'étaient pas tous de gauche, ni tous de droite, hein, ils étaient les représentants du peuple et venus de tous les horizons sociaux. Le billet de 100 francs représente à l'avers Charles de Gaulle lors de son discours du 22 juin 1940, et au revers, ça représente Félix Éboué. Félix Éboué, qui était gouverneur du Tchad et qui, comme vous le savez, a été le premier haut fonctionnaire à rejoindre De Gaulle et la France libre, alors qu'il était gouverneur du Tchad. Félix Éboué, qui avait pour particularité d'être noir, qui était d'origine guyanaise et dont les ancêtres étaient des esclaves. Hein, donc c'est un hommage à la fois aux fondateurs de la France libre, mais également un hommage à tous les Français de couleur, et dont les ancêtres étaient parfois des esclaves maltraités par la France, mais qui, grâce à l'émancipation républicaine, sont devenus d'ardents partisans de la grandeur de la France. Et puis, le billet de 200 francs, lui, représentera des symboles de notre République. Ça, c'est la République française, la statue de la République, qui se trouve place de la République à Paris, qui a été érigée
au moment du centenaire de la Révolution française, au moment où la Troisième République a décidé de créer une fête nationale qui serait le 14 juillet, qui fête à la fois le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, mais aussi, on a tendance à l'oublier, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération. Et vous voyez que la République, Marianne, brandit un rameau d'olivier, symbole de longévité, symbole de paix, et qui est d'ailleurs le symbole de l'Union populaire républicaine que nous avons créée. Nous avons pris comme symbole le rameau d'olivier qui figurait sur la pièce de 1 franc, dessinée par Oscar Rotti en 1880.